Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour, bienvenue à cette édition virtuelle du Salon du Livre de Montréal. Il me fait très plaisir d'être ici. Je m'appelle Catherine Mercier, j'anime la Semaine verte et dans le cadre des Confidences d'écrivains, je vais m'entretenir avec Véronique Bouchard. Véronique Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous signez votre premier livre en solo, Cuisiner sans recette, guide de résilience alimentaire. On va en discuter longuement. J'ai très hâte. Je veux seulement mentionner que Christian Bartomeuf devait être avec nous. Il est l'auteur d'Autoportrait d'un paysan rebelle. Malheureusement, il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Alors, on aura plus de temps pour papoter avec vous, Véronique. Avant de commencer la discussion, je veux vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes agronome, vous êtes agricultrice, vous avez cofondé à Mont-Tremblant la ferme aux petits oignons, qui est une ferme d'élite. Vous avez remporté des prix tant au Québec qu'au Canada. Vous êtes aussi épicière depuis 2018. Vous avez lancé une épicerie zéro déchet. Maman également, conférencière, formatrice. Donc, on le voit là, un projet n'attend pas l'autre. Pourquoi avoir senti le besoin de parler de résilience alimentaire? Bien, souvent, on parle d'autonomie alimentaire, puis je pense que c'est important aussi de voir qu'on pourrait produire nos aliments, mais il faut le faire aussi d'une façon qui va être durable. Puis le concept de résilience fait référence à la capacité d'un système de pouvoir résister aux chocs et aux perturbations. Oui. Puis quand j'ai écrit le livre, c'était dans une perspective de changement climatique, de changements globaux. Les scientifiques nous disaient, bon, on va faire face à des pénuries éventuelles causées par des événements climatiques. Puis est arrivée la COVID, oui. Et là, on l'a expérimenté, vraiment, la résilience de nos systèmes. Puis je pense que dans la résilience de nos systèmes, il y a la biodiversité, mais il y a aussi, je pense, un élément central qui est la solidarité. Oui. Donc, aussi une sorte de biodiversité économique basée sur peut-être plus de petites fermes avec des liens plus forts entre les citoyens consommateurs et les agriculteurs. Oui, parce que je pense qu'il y a peu de gens peuvent dire qu'au mois de mars, ils n'ont pas eu une petite frousse. Hein? Quand on voyait les razzias dans les supermarchés, les longues files, les gens qui faisaient des provisions. On ne connaît plus aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne connaissons plus aujourd'hui d'agriculteurs. On a oublié comment faire pousser notre propre nourriture. Vous faites partie de ceux qui peuvent dire que oui, vous savez comment faire, vous savez comment vous nourrir, sûrement mieux que la moyenne de la population. Mais donc, on s'est rendu compte qu'on avait perdu ce lien-là. Et en fait, vous, c'est un plaidoyer pour reconnecter, en fait, à la fois avec les fermiers, mais aussi avec l'acte de cuisiner. Tout à fait. Puis, tu sais, l'idée de cuisiner sans recette, oui. C'est pas tant de jeter les recettes, là, puis de ne plus suivre aucune recette. Les livres de recettes. C'est plutôt de transformer notre rapport à la cuisine, plutôt que de partir de la recette et aller chercher les aliments sans se questionner d'où ils viennent, comment ils ont été produits, dans quel contexte. C'est plutôt de partir des aliments qui font du sens pour nous, selon notre terroir, où on est situé, selon les relations humaines aussi qu'on a, les fermiers qu'on connaît, qui sont dans notre communauté, et partir de ces aliments-là et choisir qu'est-ce qu'on va cuisiner. Donc, il faut se libérer un peu du carcan de la recette pour pouvoir développer une autonomie, puis aussi une liberté en cuisine qui va nous permettre de faire les bons choix d'aliments qui vont transformer l'agriculture de demain. Et quand vous parlez là, de cuisiner selon notre terroir, ça veut dire aussi être conscient de la saisonnalité des aliments, non? Tout à fait, oui. Puis il y a quelque chose de très beau à découvrir dans la saisonnalité. Puis souvent, je donne l'exemple des feuilles à l'automne. Les couleurs à l'automne, ça dure un moment dans l'année. Si c'était ça à l'année, on serait peut-être blasé d'avoir toujours ces belles couleurs. Bien, c'est un peu la même chose à l'épicerie. Cette incroyable diversité peut être monotone parce qu'elle est là à l'année oui. aussi. Alors que quand on apprend à manger selon les saisons, puis on n'a pas mangé de fraises fraîches de tout l'hiver, quand la première fraise
qu'on goûte en juin, c'est la fête. Même chose quand on arrive à l'automne, puis on a l'habitude de manger selon les saisons. On n'a plus nécessairement envie de manger des tomates ou de la laitue. On va avoir envie de se faire des potages réconfortants. Donc, il y a tout un plaisir à découvrir à travers la saisonnalité aussi, puis ne pas voir ça comme étant se priver d'une diversité, mais c'est une toute nouvelle diversité. Puis cette variabilité-là apporte cette redécouverte, ce plaisir, cet émerveillement-là qui vient avec chaque saison. Et écrire cet anti-livre de recettes, on pourrait dire, c'est pour vous une façon de reconnecter à la fois le mangeur avec le fermier, mais aussi le mangeur avec le grand agro-écosystème. Est-ce que c'est une façon de se rendre compte qu'on a aussi, comme consommateur, un levier de changement? Oui, tout à fait, parce que le but du livre, c'est d'une part de conscientiser, mais ce qui est dangereux avec toutes les crises qu'on connaît actuellement, c'est que si la conscientisation nous laisse sur un sentiment de colère et d'impuissance, on n'ira pas vers l'action. Fait que le livre, rapidement, donne plusieurs trucs vraiment concrets pour s'approvisionner autrement, manger, cuisiner autrement, et pour nous permettre de découvrir qu'on a le pouvoir, par la transformation de notre culture culinaire alimentaire, de transformer l'agriculture de demain. Ce qu'on choisit de mettre dans notre assiette va forcément influencer ce qui va être cultivé dans les champs. Oui. Évidemment, il y a des choses... Bon, on ne va jamais mettre une croix sur le café, le chocolat, ça on s'entend. Mais il y a un moment intéressant dans le livre où vous parlez des substitutions possibles. Parce qu'évidemment, tout le monde cuisine avec de l'huile d'olive. Il y a certains incontournables. Et vous proposez, j'aimerais vous entendre nous donner quelques exemples, vous proposez des produits qui poussent ou pourraient pousser aussi à plus grande échelle ici. Dans certains cas, on n'est pas tout à fait là. Mais qu'est-ce qu'on pourrait substituer, par exemple? On veut encourager nos agriculteurs ici. On veut changer justement cet agro-écosystème. Bien, par les huiles, c'est un bel exemple. Oui. Souvent, on va beaucoup faire la promotion de l'huile d'olive, qui est une bonne huile pour la santé, mais on a d'autres très bonnes huiles pour la santé. Puis avec la santé, ce qu'il faut, c'est avoir une diversité. Donc, de consommer diverses huiles qui vont avoir différentes formes d'acides gras essentiels. On peut penser à l'huile de tournesol qui pousse bien ici, l'huile de caméline qui est émergente, mais ça peut être l'huile de soya aussi. Donc, on peut avoir des huiles locales qu'on intègre dans notre... Sans mettre une croix sur l'huile d'olive nécessairement, mais effectivement diversifier un peu. Hein? Oui, puis ce sont des grandes cultures qui pourraient remplacer le maïs soya OGM qui a pris une place énorme dans la géographie de notre territoire agricole au Québec. Si on parle de grandes cultures aussi, on pourrait produire de la graine de citrouille, par exemple. Il y a des études du MAPAC qui ont été faites qui disent qu'on pourrait être concurrentiel avec la graine de citrouille qui se produit en Europe. Peut-être pas concurrentiel avec le prix de sel de la Chine, mais ça reste une protéine végétale, donc de faible coût comme protéine qui pourrait être produit ici. Puis quand on parle des épices, on importe beaucoup d'épices, mais on a des algues ici qui peuvent être intégrées dans notre alimentation. Puis c'est la cinquième saveur, la saveur umami, qui rehausse les saveurs. Donc, on peut en mettre un petit peu partout dans notre alimentation pour rehausser les saveurs. Puis, bien ça vient du fleuve Saint-Laurent. Puis, ça se déshydraté, ça se transporte très bien. Ça peut être utilisé un peu à toutes les sauces. Notre terroir regorge de ce genre de découvertes-là. Il y en a énormément. Je pourrais en parler pendant une demi-heure. Mais oui, le mélilo, l'essence de mélilo pour remplacer la vanille, par exemple. Oui, il y a plein de beaux exemples qui gagnent à être plus connus. J'aimerais vous entendre parce qu'effectivement, il est question de justice aussi dans ce livre-là. Vous parlez de justice envers les agriculteurs aussi. Vous dites à un moment, il y a un passage touchant, je trouve, où vous dites c'est blessant de se faire dire vos légumes sont trop chers. Et je pense que c'est souvent la perception qu'on a des légumes qui proviennent d'ici, produits en régie biologique. Donc, c'est blessant pour vous de vous faire dire c'est trop cher. C'est comme si on ne valorisait pas votre travail. Donc, il y a cet aspect de justice-là envers le juste prix. Je dirais, tout travail mérite rétribution, mais il y a aussi une justice plus large avec les paysans, les travailleurs agricoles dans d'autres pays. Ça, c'est important pour vous aussi et c'est méconnu, je pense. Tout à fait. On importe des fruits et des légumes, entre autres, d'autres produits qui sont produits avec des pesticides qui ont été bannis ici
qu'on continue de produire ici au Canada et qu'on exporte vers ces pays-là. Puis souvent, on entend des émissions, moi, j'ai remarqué ça dans les dernières années, souvent on va parler de pesticides et alimentation, puis pesticides et santé, puis on va ne parler que des traces de pesticides qui peuvent se retrouver sur les aliments. Puis on parle de pesticides et de santé, puis on ne fait absolument pas allusion à la santé des populations rurales, à la santé des travailleurs, des agriculteurs et agricultrices. Pourtant, les effets sur la santé sont connus, là. On parle de Parkinson, de malformation congénitale, on parle de leucémie. Mais on dirait qu'on ne se soucie pas des humains qui sont derrière les aliments. C'est sûr qu'avec les chaînes, la mondialisation, les grandes chaînes, on a perdu ce lien-là avec... on dirait qu'on a évacué l'humain au cœur de la relation économique. Donc, de se rapprocher des agriculteurs, de se rapprocher de la terre, on bâtit une relation humaine. Puis après ça, c'est très difficile de venir dire à un agriculteur qu'on connaît, on sait qu'il travaille très fort, ou le boulanger qui fait le pain durant la nuit, de lui dire que le pain est cher. C'est sûr que le consommateur qui dit ça n'est pas conscient, puis il ne faut pas le prendre personnel, mais c'est sûr que ça peut être blessant. Puis pour ce qui est du prix, j'aime bien aussi, comme vous le disiez, de ramener la valeur des aliments. Si on valorisait davantage le travail et les ressources qui ont été nécessaires pour produire chaque aliment, on en gaspillerait moins. Au Canada, c'est 58 % de ce qui est produit qui est gaspillé. Ça aussi, ça a un coût. Si on gaspille moins, on va avoir du budget alimentaire pour faire des meilleurs choix aussi. Oui, effectivement, c'est énormément de gaspillage. Il y a un coût environnemental à ça aussi qui n'est jamais pris en compte, au même titre que le coût environnemental de la production à l'étranger, souvent le transport. Et quand vous mentionniez les pesticides qui sont utilisés ailleurs, eh bien, souvent, ça vient aussi avec des lois environnementales qui sont malheureusement moins strictes ici. C'est pas pour rien que c'est moins cher, n'est-ce pas? Tout à fait. Puis, tu sais, quand on parle d'autonomie alimentaire, c'est aussi cette autonomie-là de pouvoir choisir quel type d'agriculture on veut. C'est sûr que quand on importe des aliments, on n'a pas aucun pouvoir sur les normes environnementales, les normes de santé, sécurité, les droits des travailleurs, alors que quand c'est produit ici, au moins, on est à la fois le consommateur et le citoyen et on peut voter des lois pour améliorer le bien-être animal. Donc, cette autonomie-là aussi, il faut l'avoir aussi au niveau individuel et collectif de pouvoir choisir quelle agriculture on veut pour demain, pour nos enfants. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent après la lecture du livre? Est-ce qu'il y a des pistes qui vous apparaissent très importantes là, pour les gens à la maison? Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le pouvoir de changer les choses. Et les solutions, elles existent. Souvent, elles sont méconnues parce que, je prends par exemple l'agriculture soutenue par la communauté. Les fermiers de famille n'ont pas les moyens là, de faire passer de la publicité à la télévision. Mais ces alternatives-là, elles existent et elles nous apportent énormément aussi, alimentation saine, agriculture plus écologique, mais humainement. De rebâtir, de remettre l'humain au cœur de la relation économique, de bâtir des communautés solidaires. Puis on a la chance au Québec, entre autres avec le réseau des fermiers de famille, d'avoir non seulement des réseaux solidaires de fermiers, fermières qui distribuent à des familles, mais on a un réseau solidaire avec le réseau des fermiers de famille où les agriculteurs entre eux s'entraident. Oui. Développent une agriculture ensemble, en collaboration et non pas en compétition. Donnez-nous des exemples de cette entraide-là. Par exemple, si une ferme du réseau est affectée par la grêle, il y a eu des élans de solidarité. C'est arrivé à certaines fermes de notre réseau dans les dernières années. Les autres fermes ont envoyé, sans qu'il y ait de mécanisme comme tel, ont envoyé des légumes pour aider cette ferme-là à remplir ses paniers, pour que les abonnés se réabonnent l'année d'après et par élan de solidarité envers cette ferme-là. Ça peut être par le mentorat. Les nouvelles fermes qui joignent le réseau sont aidées par les fermes plus anciennes. Il y a beaucoup d'événements qu'on organise où on partage nos bons coups, mauvais coups pour collectivement évoluer vers une meilleure agriculture. Et puis, il y a un côté très pratico-pratique aussi dans le livre, là, où comment faire pour lutter contre le gaspillage, oui. Comment faire pour conserver les aliments plus longtemps, peut-être nous donner quelques pistes de solutions. Ben oui, on en parlait on dit les aliments locaux, c'est cher, mais si on diminue le gaspillage,
il y a quelques trucs très simples pour diminuer le gaspillage. La congélation est une façon très simple, économique, très adaptée à notre climat aussi pour mieux valoriser les aliments, pouvoir en profiter tout au long de la saison, diminuer le gaspillage. En transformant... ces petites fraises au mois de janvier. Tout à fait. On les congèle. Nous, on fait des smoothies presque tous les matins durant l'hiver. Donc, on mange nos fruits locaux, mais sous forme congelée. Puis, il y a aussi la transformation. Quand on parle de coût de l'alimentation, qu'est-ce qui coûte cher? Le gaspillage, mais la transformation aussi. Les produits transformés coûtent cher et c'est des emballages aussi jetables. Donc, si on est capable de transformer nous-mêmes en faisant de la lactofermentation, de la mise en conserve ou de la déshydratation, bien, on réutilise aussi ces emballages, le fameux pot maçon là, qui en plus a un petit aura vintage, c'est beau. Oui, c'est un classique de nos grands-mères. Là, on peut les réutiliser des centaines de fois. Donc, c'est écologique, c'est économique, ça nous rapproche de la saisonnalité. Et aussi, c'est de voir, par exemple, la transformation ou la cuisine comme une belle activité. Au lieu de sortir, consommer, aller faire des activités où on dépense de l'argent, mais on s'offre cette activité-là. Ça peut être en famille, en couple, entre amis. On peut... Puis si on n'a pas les connaissances, on peut organiser des mises en conserve collectives où on se met des gens ensemble, puis ceux qui connaissent moins ça peuvent apprendre des autres. Puis ça, c'est des façons autant d'apprendre que de transformer autrement en rebâtissant là, ces liens sociaux-là pour développer notre autonomie, pour apprendre. Donc, on peut le faire individuellement, mais collectivement aussi. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, la saison, elle est courte au Québec. Hein? On a une belle diversité. Vous, d'ailleurs, à la ferme, vous avez 60 variétés de légumes, je crois, que vous faites pousser. Hein? Ça va des pleurotes en passant par les tomates, le gingembre, le curcuma, puis évidemment un paquet de légumes connus et appréciés. Mais on se rend compte que c'est court. Donc, il faut vraiment... je pense que là, le guide de résilience alimentaire prend tout son sens. Il faut vraiment essayer de tirer le meilleur de cette saison-là et faire en sorte, effectivement, qu'on gaspille le moins. Oui, puis je donne des trucs, notamment la congélation. Moi, en tant que fermière, j'ai pas le temps durant l'été de faire ces transformations-là. Donc, moi, je congèle les tomates, je congèle les petits fruits. Puis durant l'hiver ou à l'automne, quand j'ai du temps, bien là, je me mets au fourneau, ça chauffe la maison en même temps, puis c'est là que j'ai le temps de faire ma sauce tomate, puis c'est là que j'ai le temps de faire mes confitures. Donc, je donne une foule de petits trucs comme ça qui permettent de transformer, mais rapidement, efficacement, parce que, je combine plusieurs chapeaux. Là. J'aime faire beaucoup de choses, pour ne pas parler que j'aime faire de la musique aussi. Mais non, c'est ça, je sais, vous êtes guitariste aussi, alors c'est impressionnant. Mais ça fait que j'ai une cuisine très efficace. Je n'ai pas... On nous dit souvent, c'est beaucoup de temps, la cuisine. Non, la cuisine, ça peut être très rapide et très efficace. Mais il faut être organisé. Il faut être organisé, c'est certain. Oui. Puis ça se développe aussi. Il faut y aller une marche à la fois. Oui. Les solutions, elles sont là. J'en présente beaucoup dans le livre. Il y en existe d'autres aussi. Mais ce que je veux, c'est que les gens voient que c'est à leur portée puis qu'on peut y aller juste une étape à la fois. Là. Et un autre passage que je trouvais intéressant, vous dites... On tente de réduire les besoins nutritifs à des vitamines, des calories, des glucides, tout comme on tente de réduire les besoins des plantes en agriculture à des molécules chimiques, hein? Le fameux NPK pour azote, phosphore, potassium, c'est ça? Oui. Pourquoi vous trouvez ça important d'aller au-delà de... C'est vrai, quand on regarde les informations nutritionnelles sur des choses qu'on achète à l'épicerie, on a plein de petits détails, mais c'est un petit peu désincarné. Vous voyez la nourriture comme bien plus que ça. Oui, en fait, autant en agriculture biologique, écologique, on a cette approche-là où, finalement, c'est pas compliqué. C'est complexe. La nature est magnifiquement complexe. Oui. Et il faut reconnaître cette complexité-là avec humilité aussi. On ne pourra jamais tout comprendre ce qui se passe dans notre sol. Non. Mais finalement, l'agriculture écologique, tout comme la saine alimentation, c'est pas compliqué, c'est relativement simple. En agriculture, c'est d'avoir un sol en santé. Donc, il faut nourrir notre sol avec un compost équilibré. C'est sûr qu'il faut avoir un bon rapport carbone-azote. Il faut avoir un bon apport en eau. Il faut avoir une couverture végétale sur le sol. Il y a quelques principes de base, tout comme en alimentation. Avoir une alimentation diversifiée, idéalement selon les saisons, des produits frais, boire une bonne eau abondante,
En santé, on va dire faire de l'exercice. C'est relativement simple. Puis, on a eu tendance, c'est sûr qu'il y a tout un marché qui veut essayer de réduire à NPK pour vendre des engrais chimiques ou réduire l'alimentation pour vendre des vitamines, essayer de nous rendre ça compliqué pour nous offrir des nouveaux produits. Puis le meilleur exemple, c'est le lait maternel. On a essayé de nous faire croire qu'on allait pouvoir produire un lait qui aurait été meilleur que le lait maternel. Puis pendant plusieurs années, on l'y a cru avec les effets désastreux qu'on connaît. Mais j'aime bien faire ce parallèle-là entre l'allaitement naturel. On ne sera jamais capable de reproduire la qualité du lait qui s'adapte aux besoins du bébé, tout comme ce qui se passe dans le sol, la communication entre les plantes et le sol pour fournir les bons nutriments au bon moment. Donc, il ne faut pas rendre ça compliqué, mais il faut reconnaître la complexité avec humilité et la valoriser. Oui, vous parlez du lait maternel, on ne pourra jamais reproduire non plus la complexité quand même de cet aliment-là, effectivement. Et la complexité, l'humilité que ça prend face à ça, on reconnaît de plus en plus à quel point on ne sait rien, finalement, de ce qui se passe dans le sol, des interactions entre les racines, les champignons, les mycorhizes, les bactéries, tout ça. Il y a quand même... En même temps, c'est d'une grande beauté. On se rend compte qu'il y a tellement de choses à découvrir. On a l'impression d'être à l'aube de quelque chose. Tout à fait. Puis, tu sais, souvent, on va dire, c'est l'agriculture bio, c'est l'agriculture de nos ancêtres. Moi, j'ai quand même une formation scientifique, puis souvent, ce que je suis allée chercher à l'université, c'est l'ampleur du savoir que je ne connais pas. C'est de réaliser aussi qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, mais de quand même continuer cette recherche-là de connaissances, comme en agriculture bio, d'essayer de trouver les meilleurs mélanges d'engrais verts, d'améliorer constamment nos pratiques. Donc, c'est une approche qui est quand même tournée vers le futur et qui ne renie pas du tout la science. Là. J'ai une formation scientifique et j'aime comprendre sans nier cette complexité-là. C'est très important pour moi. Donc, la biodiversité dans notre assiette, la biodiversité au champ aussi, elle est importante. Je pense que quand on disait tisser des liens, c'est tisser des liens entre le consommateur, les fermiers, mais aussi s'assurer que les liens entre les différentes plantes, aussi qu'il y a comme un équilibre qui se crée et qui peut aider notamment à réduire, peut-être pas à éliminer complètement, mais les ravageurs. Entre autres, on peut penser les insectes. Si vous n'êtes pas en monoculture, vous avez comme 60... une variété impressionnante là, de plantes. Ça vous aide, ça aussi, de miser sur... Vous misez, dans le fond, sur la nature. Vous essayez le plus possible de lui laisser faire son travail? Oui, tout à fait. Tu sais, avec une 60 cultures sur 4 hectares, oui, il n'y a pas de très grande superficie d'un seul légume. Puis cette diversité-là aussi, je trouve qu'elle est importante aussi au niveau économique, qu'on ait des structures économiques. Je parlais des économies plus solidaires, avec différentes formes aussi d'agriculture qui font partie d'un écosystème aussi économique. Je pense que c'est important d'essayer de reproduire au niveau aussi des structures économiques organisationnelles ce qui se passe dans la nature, la collaboration, les symbioses, beaucoup plus que la compétition va nous permettre de se nourrir là, plus sainement, individuellement, collectivement et plus humainement aussi. Qu'est-ce qui a été le plus grand défi pour vous dans la rédaction de ce livre-là? C'est quand même un projet qui ne s'est pas fait, je comprends, du jour au lendemain. Là. C'est de longue haleine. Oui, c'est ça. Ce qui est difficile, c'est justement de combiner tous ces chapeaux puis d'avoir la détermination là, de terminer le processus parce que c'est peut-être 5 ans que je travaille sur ce projet d'écriture-là. Fait que ça demande beaucoup là, d'autodiscipline pour s'y remettre, surtout que je travaillais sur le projet là, souvent durant l'hiver parce que durant l'été, on tombe dans un autre mode de vie. Donc, de s'y remettre puis de persévérer, mais je pense que je suis quelqu'un qui est très, très persévérante. Là. On nous a souvent dit dans notre parcours là, professionnel d'établissement, faut pas faire des légumes à Mont-Tremblant, c'est pas le bon climat. Puis moi, quand on me dit c'est pas possible, on dirait que ça me motive juste encore plus à démontrer que ça va être possible. Puis je vais réussir à le faire quand même. Donc. Puis ce guide de résilience alimentaire, c'est parce que, je pense, vous sentiez, et vous en parlez dans le livre, vous sentiez le besoin de
présenter aussi certaines techniques aux abonnés, notamment parce que de vos paniers bio, parce que vous aviez déjà cette relation-là, hein, je pense, sur une base hebdomadaire. Oui, ça fait 15 ans qu'à chaque semaine, j'écris aux abonnés et je leur donne des recettes, mais des trucs culinaires aussi pour apprendre à cuisiner les légumes qu'ils connaissent moins ou des légumes comme le chou qui peut être utilisé dans plusieurs recettes autres que juste le cigare au chou, la salade de chou. Puis, ce livre-là, c'était très important pour moi aussi de montrer que les solutions sont à notre portée. Fait que c'est vraiment une approche très positive, constructive, de dire les solutions sont là, puis elles sont faciles. Somme toute, là, c'est pas compliqué. Puis souvent, on voit la cuisine, comme, surtout celle qui est présentée par les grands chefs, comme quelque chose qui est inaccessible, alors que la saine alimentation, puis une bonne cuisine en lien avec notre terroir, c'est très accessible. Il y a quand même quelque chose d'étonnant. On n'a jamais autant gaspillé dans l'histoire de l'humanité. C'est certain qu'on n'a jamais autant gaspillé de nourriture. On est extrêmement riche quelque part puisqu'on peut se permettre de gaspiller autant. En même temps, on n'a jamais aussi peu cuisiné. Il n'y a pas un paradoxe, là? On consomme beaucoup de livres de recettes, les émissions de cuisine à la télé. C'est quand même une industrie qui est foisonnante, oui. Mais on cuisine peu. Bien, c'est certain que, avec tout, on parle des émissions, les chefs et les photos Instagram, ça peut miner notre confiance aussi. Tout comme l'image corporelle, c'est de regarder des photos retouchées. Après ça, on regarde le plat qu'on a cuisiné. Mon Dieu, il a l'air moins ça n'a jamais l'air comme sur la photo. Je sais pas vous, là, mais non. Moi... Mais j'en parle dans le livre aussi, de se couper de la publicité pour vivre dans le monde réel un peu, puis se redonner la confiance, gagner le temps aussi qu'on perd, puis à être sur tout Internet, les médias aussi, et couper cette publicité-là, parce que la publicité nous oriente vers les profits de ces compagnies-là et non pas sur qu'est-ce qui est bon pour nous. Mm-hmm. Donc, pour moi, je pense qu'une des premières étapes quand on veut faire des changements, c'est d'avoir une prise de conscience, une réflexion critique sur la publicité et d'essayer de se couper le plus possible de cette publicité-là, qui n'oriente pas nécessairement nos choix de consommation vers notre bien-être et ceux de nos communautés. Et ne pas se brimer non plus. Hein? Quand on ouvre le frigo, qu'on voit ce qu'on a dans le frigo, être capable de réinventer la recette soi-même. Hein? C'est un peu ça les pistes que vous nous donnez aussi à la fin du livre. Là. C'est des variations sur des thèmes. Oui, l'idée, c'est d'avoir le livre qui est ouvert, puis on l'adapte avec ce qu'on a de disponible. Je suis allée ressortir les bases, les principes de base des recettes pour qu'après, à partir de ces bases-là, on puisse intégrer les aliments qu'on a sous la main. Je donne aussi des méthodes pour justement décortiquer les recettes, comment faire des recherches sur Internet pour essayer de gaspiller le moins possible puis faire avec les aliments qu'on a de disponibles sous la main. Votre variation sur un thème préféré, ce serait quoi? Je parle souvent de la soupe tonkinoise ou du rouleau de printemps ou du pokéball. Puis souvent, comment on le fait? On met les ingrédients à disposition sur la table. C'est souvent beaucoup de légumes frais selon les saisons. Puis chacun compose son bol ou fait son rouleau soi-même. Donc, c'est une façon aussi de manger autrement où on cuisine ensemble, puis on mange en choisissant les aliments qu'on trouve appétissants. Avec cette façon-là, un peu plus différente, plus festive, où les enfants sont intégrés à la préparation. C'est une façon intéressante aussi de montrer qu'on peut manger autrement. C'est super intéressant, Véronique Bouchard. C'est vraiment un plaisir de parler avec vous. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps de parler de santé du sol, santé humaine, santé de l'environnement, justice, etc. Plein de beaux thèmes que vous abordez dans ce livre-là. Bravo, ça a été un plaisir. Alors, je rappelle, Véronique Bouchard est l'autrice de Cuisiner sans recette, un guide de résilience alimentaire. C'est publié chez Éco-Société. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup.